Bienvenue dans Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, c'est votre talk show sur tous les sujets qui vous concernent. Présenté par Mylène et Luc en compagnie de leurs invités, c'est Faut qu'on en parle et ça commence maintenant. Eh bien, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle émission de Faut qu'on en parle. Ce soir, nous abordons un sujet à la fois délicat et essentiel, la fin de vie. Le suicide assisté est une autre pratique légale dans certains pays pour aider les patients en fin de vie à mettre fin à leur souffrance. Quelles sont les différences entre le suicide assisté et l'euthanasie ? Nous allons en parler dans quelques instants avec nos nouveaux invités qui nous ont rejoints en plateau. Faut qu'on en parle, les chiffres. Luc, peux-tu nous dire si les Français réfléchissent à leur fin de vie ? Un Français sur 3, 37% exactement, a déjà envisagé comment se déroulerait sa fin de vie. Une proportion qui grimpe à 43% chez les personnes de plus de 65 ans. Moins d'un Français sur 2, 44%, lui a réfléchi à ses préférences ou ses souhaits concernant cette période. Par ailleurs, 43% des Français ont déjà discuté de leur volonté de manière de fin de vie avec leurs proches. Une démarche particulièrement fréquente chez les retraités, plus de la moitié, 51% d'entre eux. En revanche, 55% des Français n'ont jamais abordé ce sujet qui est tabou, souvent dans les familles. Parmi ceux qui envisagent de le faire, 62% privilégieraient une discussion avec un proche, tandis que 45% se tourneraient vers un professionnel de santé. Et pour continuer ce débat, voici quelques réactions que vous nous avez laissées avec le hashtag FQEP et sur notre répondeur le 07 839 839 75. Faut qu'on en parle, les réactions des auditeurs. On a Martine du côté de Marseille qui nous a dit « On ne choisit pas de naître, mais on devrait pouvoir choisir sa manière de mourir quand même. » Axel de Bordeaux, j'ai accompagné ma mère en Suisse pour le suicide assisté. Si au départ on a eu du mal à comprendre son choix, au cours du processus, c'était un soulagement de la voir partir comme elle le souhaitait. Faut qu'on en parle, les invités. Et nous recevons pour cette deuxième partie Kiss Lund, qui est co-représentant Bouches-du-Rhône et Vaucluse de l'association Le Choix, citoyen pour une mort choisie. Bonsoir. Bonsoir. Ça n'a pas marché, bonsoir. Bonsoir. Ouais, c'est le changement de plateau, c'est le direct. Et nous avons aussi Alain Nivon qui est docteur en retraite adhérent à l'association Le Choix. Bonsoir Alain. Bonsoir à vous. Donc dans cette partie, on va parler de l'aide à mourir. Donc avant de commencer le débat, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on appelle aide à mourir ? Oui, tout à fait. En fait, l'aide à mourir comporte, c'est un terme qui désigne à la fois le suicide assisté et l'euthanasie. Et donc le suicide assisté, ça arrive quand le patient administre le produit létal lui-même, il se l'auto-administre. L'euthanasie, c'est quand le médecin administre le produit létal au patient. Donc, aide à mourir, c'est le terme qui couvre les deux choses. C'est le terme qui a été choisi par le gouvernement précédent pour le projet de loi qu'ils ont rédigé. Il y a 5 conditions à respecter pour avoir le droit à l'aide à mourir. Quelles sont-elles ? Je vais vous expliquer. Peut-être le mieux, c'est de commencer à dire quels sont les critères pour la Belgique. Je vais prendre mes notes pour ne pas oublier quelque chose. Donc là, en France, pour l'instant, c'est pas légal d'avoir recours. Voilà. En France, c'est totalement interdit pour l'instant, les deux, le suicide assisté et l'euthanasie. Mais c'est dans une quinzaine de pays dans le monde, c'est autorisé. En Europe, il y a 7 pays où c'est autorisé. Et en fait, le nombre de pays qui l'autorisent grandissent. Et les deux derniers pays en Europe qui l'ont autorisé, c'est l'Espagne et le Portugal. C'est plus l'Angleterre, la Grande-Bretagne ne fait plus partie de l'Europe, mais ils sont en train de discuter un projet de loi aussi sur la question. Et là, donc, vous allez nous parler de la Belgique, les critères pour la Belgique. La Belgique, ça a été un des premiers à autoriser... Tout à fait. En fait, tous les pays du Benelux ont été les premiers. La Belgique, la Hollande et le Luxembourg. Ça, c'est pour l'euthanasie. Bon, ils acceptent les deux, l'euthanasie et le suicide assisté, mais dans ces pays-là, presque tout le monde choisit l'euthanasie. Il y a quasi personne qui choisit le suicide assisté. Mais le Pays-Bas était le premier pays suivi de très près de la Belgique. Mais on parle plus souvent de la Belgique et c'est pour ça que je prends cet exemple. Vous m'avez posé la question, quels sont les critères ? Bon, en fait, en Belgique, il y a des conditions très, très strictes. La première, c'est que la demande d'euthanasie doit être volontaire, réfléchie, constante et sans
pression extérieure. La situation médicale doit être sans issue, autrement dit que c'est des maladies ou des conditions qui sont incurables. La souffrance physique ou psychologique doit être inapaisable. Le médecin traitant a l'obligation de fournir au patient toute l'information pertinente sur son état de santé, son espérance de vie, ou son estimation d'espérance de vie, et sur les possibilités thérapeutiques et palliatives existantes. Ouais, donc il faut qu'il soit clairement très informé et donc conscient pour prendre sa décision. Voilà, exactement, conscient de toutes les possibilités, conscient aussi de toutes les possibilités en soins palliatifs, parce que les soins palliatifs, quand on a voté la loi pour l'aide à mourir en Belgique, ils ont voté aussi, en même temps, ils ont voté une loi pour le développement des soins palliatifs. Donc, en fait, oui, on propose le choix aux patients. Donc, le rôle du médecin traitant est de se prononcer sur la recevabilité de la demande. C'est-à-dire, est-ce que la demande d'euthanasie ou de suicide ou d'euthanasie remplit tous les critères de la loi? Avant de prendre sa décision, le médecin doit aussi impliquer un confrère, demander l'avis d'un confrère, un autre médecin indépendant, compétent quant à la pathologie concernée. Donc, c'est un spécialiste de la pathologie. Donc là, on parle bien de tout ce qui est pathologie d'une personne malade. Ça veut dire qu'une personne qui en a juste ras-le-bol de vivre ne peut pas avoir recours ni à l'euthanasie, ni au suicide assisté. Exactement. Ouais, donc c'est quand même très, très, très encadré, effectivement. Oui, c'est très encadrant. Et en fait, il doit aussi... S'il y a une équipe soignante, le médecin consulte aussi l'équipe soignante. Et le médecin consulte les proches seulement si le patient le souhaite. Si le patient ne le souhaite pas, bon, il ne faut pas. Et tout médecin a le droit de refuser de pratiquer l'euthanasie. Ça, c'est la clause de conscience. Et il y a une commission fédérale qui contrôle les euthanasies. C'est des contrôles a posteriori, donc après, mais ils contrôlent que toutes les procédures et critères ont été bel et bien respectés. Ok. Donc là, tout à l'heure, vous avez parlé de clause de conscience. Est-ce que peut-être Alain, vous qui étiez docteur, vous pouvez nous expliquer ce que c'est et en quoi l'aide à mourir peut ne pas faire partie du serment d'Hippocrate? Tout à l'heure, Delphine nous l'a un peu expliqué, mais nous expliquer votre vision à vous. Oui, alors, effectivement, là, on parle de clause de conscience, mais le malade aussi a sa conscience. Donc, pour moi, je dois avoir deux positions, la mienne, mais qui ne regarde que moi, sur une posture médicale en disant, bon, ce malade a une pathologie qui le fait souffrir atrocement ou qu'on a du mal à traiter. Est-ce que je dois accéder à sa demande d'euthanasie ou de suicide assisté? Est-ce que je tiens compte uniquement de sa position ou si je tiens compte aussi de mes convictions religieuses, philosophiques, etc. Ma position personnelle, qui me regarde simplement, mais que je vais vous énoncer, c'est simplement la priorité pour moi, c'est celle du patient. Si je ne suis pas à même de prendre une décision, je peux toujours dire à un collègue d'en discuter avec Donc d'abord, c'est vraiment de prendre l'avis du patient. Voilà. Oui, c'est primordial. C'est primordial. C'est quand même lui qui est en situation de demande de mettre fin à ses souffrances physiques, psychologiques, sociales, etc. Donc c'est très important d'avoir cette écoute. Je pense que si on a des convictions qui nous empêchent justement de prendre une décision réfléchie, paisible, apaisée plutôt, il vaut mieux passer la même. Donc pour moi, c'est une priorité. Et la clause de conscience n'est pas nécessaire pour moi. Et le serment d'Hippocrate nous demande simplement de ne pas prolonger l'agonie. C'est important. Oui. Donc je reste sur une position tout à fait médicale et qui est recevable, même par le Conseil de l'Ordre. Tout à fait, effectivement. Et donc, il existe différentes formes, on reviendra plus précisément dessus au cours des prochaines minutes, d'aide à mourir. Est-ce que vous pouvez rapidement nous expliquer qu'est-ce que l'aide à mourir actif, passif, déjà ?
Ouais. Ah oui, d'accord. Ben, c'est pas toujours super exact les termes, mais la forme d'aide à mourir la plus active est l'euthanasie, parce que quand on parle d'active, ça veut dire l'implication du corps médical. En fait, c'est de ce point de vue-là qu'on se place. Donc, évidemment, avec l'euthanasie, c'est le médecin qui administre le produit létal. Donc, ça, c'est la forme la plus active. Mais même dans le cas du suicide assisté où le patient s'auto-administre le produit, dans ce cas-là, il y a quand même un médecin qui doit prescrire le produit. Donc, il doit être d'accord pour donner une ordonnance pour le produit. Et il doit, par exemple, ça dépend des pays, mais souvent, il y a un médecin qui est présent pour être sûr que les choses se passent bien quand le patient l'auto-administre. On a une question du coup sur l'euthanasie de Dorian qui nous dit, est-ce qu'une personne mineure peut avoir accès à l'euthanasie ou c'est uniquement pour les personnes majeures? En fait, ça dépend beaucoup des pays. Et chaque pays a fait ses choix sur quels sont les critères d'accès. En Belgique, la loi belge a été votée d'origine en 2001. En 2014, la Belgique a étendu la loi à des mineurs. Et en fait, c'était après un débat parlementaire où ils ont écouté les pour et les contre. Et quand ils étaient en face de certaines souffrances d'enfants, ils s'étaient dit, mais c'est pas possible de ne pas accélérer son décès. Mais en fait, il y a des conditions encore plus strictes. Il faut que les deux parents doivent être d'accord. C'est très encadré. Et en fait, depuis, il n'y a eu que 4 cas d'enfants. C'est très, très minoritaire. La plupart des euthanasies en Belgique, ce sont pour des cancers, 60% pour des cancers au stade très, très avancé. Les autres, c'est pour des maladies comme la maladie de Charcot, etc. Toutes les maladies dégénératives. Voilà. Est-ce que, par exemple, toutes ces dernières volontés, finalement, j'allais dire, doivent s'écrire dans des directives anticipées? On a parlé en première partie des directives anticipées. On a expliqué par exemple, ce que je c'était. voudrais être euthanasié, par exemple, etc. Est-ce que c'est des choses qu'on pourrait écrire? Ça, encore une fois, ça dépend des pays. C'est-à-dire, en France, on n'a pas le droit d'exiger une euthanasie. On peut écrire dans ces directives anticipées, si jamais la loi change et le permet, je voudrais bien l'excéder sous certaines conditions. En fait, les directives anticipées fonctionnent dans très peu de pays qui ont autorisé l'aide à mourir. En Belgique, il faut pouvoir réitérer sa demande à la dernière minute, juste vraiment avant que le médecin administre le produit létal. Il faut pouvoir puis les directives peuvent évoluer. C'est ce qu'on a dit un petit peu en première partie, où les gens peuvent dire j'ai envie de ça au début, et puis finalement, 2 jours après, plus avoir envie de ça. Mais il faut se rappeler qu'en fait, les directives anticipées sont faites pour les cas où la personne n'est plus capable de s'exprimer, c'est-à-dire qu'il n'est plus conscient. Donc, s'il est plus conscient, il ne peut pas changer d'avis. Mais en fait, donc, tant que la personne est consciente, les directives, il peut changer d'avis, même s'il a écrit. On lui pose la question. Oui, on pose les questions. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les aides à mourir ne sont accordées que dans les cas où la demande est vraiment constante dans le temps. Ce n'est pas des gens qui disent un jour oui, un jour non. Non, il faut que ça soit constant dans le temps. Il y a quand même, peut-être Alain veut parler du Canada ou plutôt du Québec. Oui, c'est le Québec et tout le Canada. Mais c'est clair. Effectivement, la loi est en train d'évoluer très vite au Canada, puisqu'il y a une très forte demande et que actuellement, les directives anticipées ne sont pas opposables. C'est-à-dire que si le malade décide qu'il veut mettre fin à ses jours, le service médical ne peut pas lui refuser. Voilà. Ça va être mis en place, je pense, dans l'année 2024. Donc d'ici les prochains mois, là, c'est très très proche. Ok. Oui. Donc ça, c'est une... Et je veux simplement revenir et insister pour le fait que les directives anticipées, c'est fondamental pour le médecin, pour l'équipe soignante,
pour que les soins palliatifs soient adaptés à la pathologie et à l'évolution de sa pathologie. Si le patient reste conscient, les directives anticipées sont écrites et réitérées verbalement par le patient. Il peut très bien dire « je veux bénéficier d'une sédation profonde continue jusqu'au décès ». Par contre, s'il est plus conscient, c'est la personne de confiance qui va pouvoir dire « oui, effectivement, j'ai des directives anticipées qui m'ont été données lorsqu'il était tout à fait conscient de son choix ». Oui, c'est celui-là. Et voilà, donc on reprend un peu cette position où la décision est irrévocable et que les médecins doivent accepter. Kif, lors de la préparation de l'émission, vous nous aviez dit que le projet de loi existant ne donne pas de rôle du coup aux directives anticipées ni aux personnes de confiance. Est-ce que, c'est bien vrai et c'est un peu étrange parce que en France, il y a la possibilité, toute personne peut écrire ses directives anticipées et désigner une personne de confiance. Et ça permet, par exemple, de refuser des traitements. Ça permet aussi, si on remplit les conditions qui sont définies pour avoir une sédation profonde et continue jusqu'au décès, les directives anticipées peuvent s'appliquer. Mais de tout d'un coup, c'est dans le projet de loi sur l'aide à mourir, tout d'un coup, les directives anticipées, les personnes de confiance ont disparu. Donc, c'est un peu étrange. Ça veut dire que ça peut amener à des situations où, par exemple, une personne a demandé une aide à mourir et en fait, elle remplit tous les critères, ça lui a été accordé, il tombe dans le coma et puis tout d'un coup, on peut plus les appliquer. Donc, on peut tomber dans des cas comme Vincent Lambert qu'on a gardé en vie pendant 10 ans dans un état végétatif. Voilà. Vous nous avez parlé du Canada, de la Belgique. Que prévoit le volet sur l'aide à mourir de la loi sur la fin de vie en France ? Donc, on a dit un projet de loi qui était discuté. Du coup, a été reporté puisqu'il y a eu des élections législatives. Donc, ça va être reporté, mais ça va revenir sur le tapis, j'allais dire, prochainement. Donc là, que prévoit concrètement la France ? Voilà, la France prévoit, en fait, met la priorité sur le suicide assisté. Et l'euthanasie, selon ce projet de loi, ne serait possible que dans les cas où la personne n'est pas capable de s'autoministrer le produit. Donc, s'il est complètement tétraplégique et il ne peut rien faire, ne peut pas bouger ni quoi que ce soit, dans des cas comme ça, que le médecin puisse le faire. Donc, c'est ce qu'on appelle une exception d'euthanasie. En fait, nous, pour notre association Le Choix Citoyen pour une mort choisie, nous préférerions que ce soit le patient qui choisit. Et ça serait plus en ligne avec les résultats de la Convention citoyenne sur la fin de vie, où dans cette convention, les 184 citoyens qui étaient sélectionnés assez représentatifs de la population française, ils ont travaillé ensemble pendant 27 jours, répartis sur 4 mois, aussi chez eux, tout seuls. Et ils ont écouté des personnes, des personnes pour, des avis pour et des avis contre, des différents experts. Et à la fin, 76% se sont prononcés pour avoir un droit au suicide assisté et l'euthanasie. Et je reviens à la question, c'est que 40% se sont prononcés en faveur que le patient choisit entre l'euthanasie et le suicide assisté, et 26% pour le suicide assisté seul. Donc, on voit bien qu'il y avait une majorité qui était quand même pour pouvoir avoir le choix. Pourquoi pourquoi autoriser l'un et pas l'autre, sachant que, le résultat est le même. Le résultat est le même à la fin, ouais. Je suis bien d'accord avec vous. C'est pour la conscience du médecin par rapport au serment d'Hippocrate, vous pensez, Alain ? Oui, mais enfin, non, je pense que c'est une petite hypocrisie, peut-être. Parce que c'est le but, l'intentionnalité, de toute façon, de donner le produit létal qu'on passe par l'intermédiaire d'une infirmière, ou que ce soit le médecin qui prescrive et qui branche une perfusion. Je vois pas où est la différence.
Effectivement, la future loi, par contre, ne permettra sûrement pas aux personnes atteintes d'Alzheimer, par exemple, d'avoir recours à l'aide à mourir à cause du fameux manque de discernement, hein. Est-ce que les personnes pourraient demander à être aidées à mourir avant de ne plus être en mesure de formuler un avis, mais avant que la maladie finalement atteigne un stade critique? En Belgique, c'est bien le cas. C'est-à-dire que, et en Suisse aussi, c'est-à-dire une personne avec Alzheimer, donc Donc Alzheimer, c'est une maladie qui évolue, effectivement. On peut être conscient, oublier, mais... Qui est évolutive et qui est incurable. En fait, ce qui se passe en Belgique et en Suisse, c'est que les personnes, quand elles ont peur d'arriver à un stade où elles ne pourraient plus prendre la décision, et comme ils ne peuvent pas se servir de directives anticipées, font la demande avant. Et en fait, il y a les euthanasies sont accordées un peu plus tôt. Il y a un cas très connu elle s'appelle Anne Berthe en France, qui a écrit un livre je crois qu'elle avait... La fin de l'été, c'est ça? Elle avait Alzheimer, non? Elle avait Alzheimer et en fait, elle est allée en Suisse pour bénéficier d'une euthanasie. Est-ce que c'est légal justement d'aller en Suisse comme ça sur Internet où on voit beaucoup de choses? On le sait, hein, Internet, c'est vrai, c'est pas vrai. Beaucoup disent que la famille peut être poursuivie, avoir des amendes. Est-ce que c'est le cas? Non, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas empêcher, c'est légal, le suicide assisté est légal en Suisse, légal l'euthanasie en Belgique. On ne peut pas empêcher quelqu'un d'aller dans ces pays et bénéficier. Et on ne peut pas poursuivre une personne qui l'accompagne. La loi ne le permet pas. Il y a peut-être quand même quelque chose d'un peu tabou, puisque on a aussi invité des associations et des sociétés suisses, hein, finalement. Deux nous ont répondu et elles ne souhaitaient pas participer au débat. Voilà, peut-être parce qu'elles ne voulaient pas s'immiscer dans le débat français. Donc c'est peut-être qu'il y a quelque chose d'un petit peu compliqué, de tabou. C'est-à-dire que c'est là, on est en train de dire que peut-être qu'on peut aller finalement en Suisse comme ça. Alors la question, pourquoi? Ils n'ont pas voulu me dire pourquoi ils ne voulaient pas participer. Hein. Mais c'était pas si net. Voilà. C'est étrange qu'ils ne voulaient pas participer parce que, par exemple, à la Timone, ils ont un espace éthique, l'espace éthique PACA Corse. Et moi, j'ai entendu une dame de la Suisse qui est venue exposer comment ça se passait en Suisse. J'ai été peut-être que c'est à cause des discussions actuelles, les projets de loi autres, mais bon, ils ne voulaient pas s'immiscer en tout cas dans notre propre débat français. Donc, peut-être parce que parfois les débats sont un peu confrontal. Si c'est vraiment un débat où c'est un face-à-face entre les pour et les contre, peut-être c'est un peu confrontal. Et peut-être parce parfois on les traite mal, on les traite comme étant des meurtriers en fait. Et oui, là-dessus, je veux insister sur une distinction. Parce que souvent, on dit que l'euthanasie, c'est le médecin qui tue le patient, que c'est un meurtre. Et beaucoup d'opposants utilisent des termes comme ça. Mais il y a une distinction très importante à faire. Parce que le meurtrier, qu'est-ce qu'il fait, le meurtrier? Il tue quelqu'un qui veut rester en vie. Donc, tue quelqu'un contre sa volonté. Donc, c'est avec violence. Tandis que le médecin, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il répond à une demande, dans certaines conditions bien précises, bien sûr, mais il répond à la demande du patient. Donc, c'est le souhait du patient. Donc, en fait... Mais comme l'a précisé Alain tout à l'heure, effectivement. Voilà, donc ce que le médecin fait, c'est qu'il accomplit l'intention du patient. Tout à fait. Voilà. C'est toujours le patient qui passe d'abord, en priorité, en premier. Voilà. C'est pour ça qu'on peut encore parler de soin ultime. On a une question de Benoît qui nous dit: est-ce que la peur de vieillir, de souffrir, peut être un motif valable et suffisant pour demander l'aide à mourir? La peur de souffrir en soi, non. Il faut vraiment être atteint d'une maladie grave et incurable. Clairement. Ou une polypathologie, c'est-à-dire que si effectivement votre état de santé ne vous permet pas de mener une vie sociale telle que vous le souhaitez. C'est là où la frontière est floue. Par exemple, on peut devenir, je sais pas, ça me vient en tête, devenir tétraplégique, un accident de voiture. Et là, y a des gens qui vivent comme ça. Et est-ce que ça pourrait être un critère? Non, moi, je veux pas vivre comme ça. Oui, mais de toute façon, la souffrance, qu'elle soit physique ou psychique, c'est individuel, jusqu'à un certain point, bien sûr. Mais donc le choix, après, il appartient au patient. Donc il faut respecter peut-être aussi ça. Oui, ce que nous défendons dans notre association, c'est une loi qui offre la liberté de choix en fin de vie.
Donc, c'est aux patients de choisir. Et des patients dans des conditions très similaires, avec des souffrances de l'extérieur, les souffrances sont évidemment subjectives, mais de l'extérieur, on pense qu'ils sont similaires. Une personne peut demander une élaborie, à l'autre personne de dire non, je préfère aller en soins palliatifs et y aller plus graduellement. Certains disent qu'on devrait interdire l'aide à mourir à cause du risque de dérive. Quelle est l'expérience du coup des autres pays? Ça fait combien de temps que c'est mis en place en Suisse? J'entendais 2001 en Belgique, ça fait 20 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc en 20 ans, on a quand même un retour peut-être? Oui, tout à fait. Bon, en fait, le retour le plus clair pour la Belgique, c'est qu'en 20 ans d'existence, avec la commission de contrôle derrière, il y a eu un seul procès dans le pays, un seul procès et aucune condamnation. Et bien sûr, si les familles pensaient que les médecins mettaient fin à des vies des membres de leur famille contre leur volonté, bien sûr, ils porteraient plainte. Donc, un seul procès montre bien que les conditions strictes de la Belgique fonctionnent très bien. Et beaucoup de personnes, il y a des opposants qui commencent à inventer des choses comme on va commencer à éliminer tous les handicapés, ça va permettre d'éliminer tous les handicapés. Ça, c'est ce genre de choses, ce genre de dystopie, ça n'est jamais arrivé dans les pays qui utilisent l'aide à mourir. D'autres utilisent le terme dérive d'une façon très subjective ils désignent des choses que eux, personnellement, ils ne le prouvent pas eux-mêmes. Par exemple, on a parlé d'euthanasie de mineurs plus tôt. Ils vont appeler ça en Belgique une dérive. Mais quelque chose qui a été voté par les parlementaires après délibération, on ne peut pas objectivement appeler ça une dérive. Donc il y a beaucoup de subjectivité là-dedans. Et je rajouterais, oui, l'expérience au Canada où il y a effectivement un nombre important de gens qui choisissent de mourir par des moyens médicaux. Il n'a pas non plus été constaté de dérive particulière. Il n'y a pas de corrélation entre ces deux possibilités, quoi. Il y a aussi des problèmes religieux. Comment les principales religions justifient leur opposition à l'aide à mourir et comment elles concilient avec cette position, avec le droit individuel de décider de sa propre fin de vie. Je peux donner mon point de vue, mais tu peux commencer. Vas-y. Je te donnerai après. En fait, les religieux, ils ont le droit à leur point de vue et ils ont le droit de penser que la vie est sacrée. Mais nous sommes dans un pays laïque et ils ne devraient pas avoir le droit d'imposer leur avis à toute la population, surtout quand sondage après sondage depuis au moins 20 ans disent qu'au moins 80% des Français souhaitent une loi qui permet l'aide à mourir. Donc, je ne sais pas pourquoi ils auraient le droit d'imposer leur avis. Parce que c'est un argument qui revient souvent. Oui, bien sûr. Oui, mais c'est un argument qui est lié à une croyance. Mais c'est vrai que dans un pays laïque comme la France, on peut effectivement dire qu'on a le choix de notre propre vie, de notre existence. On n'a pas décidé de naître, mais on peut décider de mourir. Voilà. Et d'un autre côté, quand on entend des autorités religieuses qui traitent les médecins qui font des avortements de serial killers, c'est honteux. Je veux dire, une autorité morale n'a pas à se prononcer sur des textes qui sont mis en application dans une démocratie, quoi. Il ferait mieux de s'occuper de leurs serial violeurs, quoi. L'aide à mourir doit-elle être considérée comme un prolongement finalement naturel du droit à mourir dans la dignité ou est-elle une rupture avec le respect de la vie tel que défendu par toutes les traditions? En fait, je vais commencer à dire que le Cour européen de justice a prononcé que la loi belge est tout à fait conforme au droit de l'homme. Tout à fait conforme. Donc, ils ont bien compris la distinction que j'ai faite avant entre un droit à la vie et un devoir à la vie. Il n'y a pas de devoir à la vie, il y a un droit à la vie. Et en fait, ils ont bien compris la différence entre aider quelqu'un à mourir et à un meurtre, comme j'ai expliqué plus tôt.
On entend dire aussi que la loi pourrait être adoptée donc mi-2025. Est-ce qu'on a des informations sur le délai de la mise en place de tous ces protocoles? Après que la loi soit votée, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Il y a toujours une fois qu'une loi est votée, il y a toujours un temps pour l'application de la loi. Et honnêtement, je ne connais pas les délais. Donc là, une personne qui souhaite déjà avoir recours soit à l'euthanasie, soit au suicide assisté, imaginons que la loi passe en mai 2025, on ne peut pas lui dire, en juillet 2025, c'est bon. Ben non, il y aura des décrets d'application. Et puis là, on peut espérer que cette personne-là, elle est peut-être pas encore malade et pas en phase terminale. Parce que c'est quand même dans longtemps, tout ça. Oui. En général. Oui, et on ne sait même pas quand ce projet de loi va être resoumis à l'Assemblée nationale. Normalement, effectivement, ça faisait partie des dossiers chauds à remettre sur le tapis, effectivement. Effectivement. Tout à l'heure, vous avez aussi parlé des soins palliatifs. Du coup, beaucoup de représentants des soins palliatifs en France affirment qu'ils ont des remèdes à toutes les souffrances. C'est ce que vous nous avez dit avant l'émission. Est-ce que les souffrances inapaisables existent-elles? Oui, les souffrances inapaisables existent bel et bien. Et je peux vous dire qu'en fait, il y a... ça me fait rire un peu jaune quand ils disent que les souffrances inapaisables n'existent pas. Parce que c'est contraire aux faits. C'est contraire aux faits. Et je vais expliquer pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de faits. Il y a au moins 6 organisations sérieuses en France qui affirment l'existence des souffrances inapaisables. Et je vais en citer 3. Il y a la Société française d'études et de traitement de la douleur. Donc, c'est ça leur spécialité, ils savent. Il y a l'Académie nationale de médecine qui a écrit en juillet 2023 « Il serait inhumain de ne pas répondre à la désespérance de certains malades souhaitant abréger leur souffrance. » Et il y a aussi le Comité consultatif national d'éthique qui a écrit dans leur avis 129 que les situations de personnes souffrant de maladies graves et incurables, provoquant des souffrances réfractaires, soulèvent de graves questions éthiques et que ces souffrances ne peuvent pas être laissées sans réponse. Et c'est là où, dans leur rapport, ils ont ouvert la voie à ce qu'une loi sur la question, ou un projet de loi plutôt, soit soumis à l'Assemblée nationale. Et il faut aussi pas oublier tous ces Français qui sont allés à l'étranger pour bénéficier d'aide à mourir. Il y en a eu 110 Français en 2023 qui sont partis en Belgique, et il y en a eu à peu près, on estime 115 personnes qui sont parties en Suisse. Donc ces personnes avaient de toute évidence des souffrances physiques et psychologiques, psychiques qui n'étaient pas qui étaient insoutenables. Alors, oui, tout à fait. Et on pourrait parler peut-être du cas d'Alain Koch. Oui. Et si vous permettez, on va parler justement pour mettre en exergue justement les difficultés de faire appliquer une sédation profonde ou un suicide assisté justement qui n'est pas légal pour l'instant en France. Donc Alain Koch était atteint d'une maladie dégénérative et il a écrit au président de la République de façon à pouvoir justement avoir une dérogation sur la loi de l'euthanasie. Et je peux vous lire un extrait de sa lettre qu'il avait écrit le 20 juillet 2020. « Au plan médical, je me trouve dans une situation où le corps médical est impuissant à soigner ma pathologie orpheline. Je me trouve dans la situation d'un esprit sain, confiné dans un corps dysfonctionnel et perclus de douleur, corps lui-même confiné dans un lit. Il est aussi à prendre en compte que ce dit corps médical n'arrive pas à stopper la dégradation de ce corps dysfonctionnel. Supporteriez-vous, Monsieur le Président, que vos intestins se vident dans une poche, que votre vessie se vide dans une poche, que vous soyez alimenté par une poche, et à ce que ce soit une personne tierce qui soit amenée à faire votre toilette, à être perclue de douleurs insupportables? Pour moi, à ce jour, je ne suis plus dans une situation de vie. » On pourrait définir justement la vie. Donc je vous sollicite à pouvoir bénéficier à titre compassionnel du droit à une fin de vie dans la dignité avec une assistance active du corps médical. Et en fait,
Emmanuel Macron a refusé sa requête en disant « Je ne suis pas au-dessus des lois ». Alain Koch, par 2 reprises, il a essayé de mettre fin à sa vie lui-même en arrêtant de s'alimenter, de s'hydrater. Et en fait, c'était trop insupportable pour lui. Il a abandonné les 2 fois, donc il a fini par demander une suicide assisté en Suisse à qui lui a été accordé. Et personnellement, après sa demande à Emmanuel Macron, je l'ai eu en ligne. Et malgré son intelligence et son humour, j'entendais à savoir qu'il n'allait vraiment pas bien. Et du jour où il m'a annoncé que sa demande en Suisse lui a été accordée, on entendait le soulagement dans sa voix et elle était même heureuse. Et il y a une chose qu'on oublie de dire, que beaucoup de personnes la plupart des personnes qui partent en Belgique, en Suisse, remercient les médecins juste avant le dernier geste, les médecins ou les soignants. Et beaucoup de familles écrivent aux médecins pour les remercier après. Eh bien, restez bien avec nous. On va se retrouver dans quelques minutes pour la suite de ce débat. Un débat très intéressant sur le suicide assisté, sur l'euthanasie, Luc. Oui, tout à fait, effectivement. Donc, c'est parti. Allez, on va continuer dans Faut qu'on en parle la suite pour la suite du débat. Restez... Retrouvez tous les replays de nos émissions sur notre site internet fautquonenparle.fr ainsi que sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. Faut qu'on en parle. Bienvenue dans Faut qu'on en parle, la suite. Et oui, on est encore là pour 20 minutes à peu près de débat. 20 minutes où on va encore parler euthanasie, plus en détail, suicide assisté. Tout à l'heure, on parlait donc du cas de Alain Koch. On parlait de tout ce qui était souffrance inapaisable. Donc, est-ce qu'il est vrai aujourd'hui, on voit ça sur Internet, que certains disent qu'on dispose d'un arsenal thérapeutique qui permet de soulager toute souffrance physique et psychique? C'est ce que vous semblez dire. Ce n'est pas vrai. On peut encore avoir des souffrances, on n'a pas l'arsenal thérapeutique suffisant. Parfait. Ouais. Malheureusement, non, on ne l'a pas. Et comme je dis, il y a au moins 6 organisations sérieuses en France qui l'attestent. Il y a tous ces cas de demande de la présidente de la République. Il y a certains soignants en soins palliatifs qui pourraient dire que ces personnes qui sont parties en Belgique ou en Suisse, s'ils étaient passés dans leur service, ils n'auraient pas fait ces demandes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une étude dans la région de Flandre, en Belgique, qui a montré que 70% des patients où des euthanasies ont été accordées, 70% sont passés par les soins palliatifs. Et ça montre bien que les soins palliatifs ne peuvent pas répondre à soulager toutes les souffrances. C'est quelque chose aussi qu'on voit beaucoup sur Internet. Est-ce que c'est vrai que la morphine soulage réellement les douleurs des patients, Alain? La morphine soulage pas entièrement. Non. On est obligé de mettre des sédatifs aussi pour diminuer la conscience, etc. Donc la morphine n'est pas suffisante à elle-même. Moi, j'ai eu des patients, malheureusement, qui ont eu des cancers évolués et qui ont dû se suicider tellement la douleur était insupportable. Et à l'époque, j'étais jeune médecin et je n'avais pas tous ces outils thérapeutiques possibles. Et j'étais extrêmement choqué par ce résultat. Quand vous voyez votre patient qui s'est tiré une balle dans la tête, c'est pas satisfaisant. C'est qu'on a raté quelque chose. On a raté justement le fait de pouvoir le calmer. Et d'autres patients qui avaient des cancers du pancréas notamment aussi, et qui ont demandé aussi à être soulagés de leur douleur jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc il y a des exemples effectivement très douloureux. La morphine peut accélérer le décès au final ou pas? Oui, en diminuant effectivement les capacités du respiratoire. Donc on va agir sur les centres respiratoires. Mais je ne suis pas un spécialiste en réanimation. En général, on associe un sédatif et des antalgiques. Et juste pour revenir sur le cas d'Alain Koch pour 2 secondes, en fait, lui, c'était quelqu'un où rien ne marchait pour soulager ses douleurs, que ce soit les antalgiques, les opiacés, les cortisones, rien ne marchait. Il réagissait très très mal à ces produits. Donc ça ne marche pas toujours. Oui, puis même si ça marche d'un point de vue physique, est-ce que d'un point de vue mental, ça fonctionne?
Ah oui, bien sûr, parce qu'en fait, finalement, les maladies graves et incurables, c'est toujours un mélange de souffrance physique et de souffrance psychique, et c'est inévitable. Et en fait, beaucoup souffrent de la perte d'autonomie. Beaucoup de personnes souffrent de la perte d'autonomie. Dans le projet de loi, il y a un volet qui parle des soins d'accompagnement. Qu'est-ce que c'est que les maisons d'accompagnement ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ça ? D'après ce que je sache, c'est que les maisons d'accompagnement, c'est pour créer une continuité. C'est-à-dire que pour l'instant, les soins palliatifs sont vraiment destinés à des personnes qui ont des maladies incurables et qui vont mourir de cette maladie et de s'occuper du moment où on ne peut plus rien faire pour sa maladie jusqu'au décès. Et en fait, ces maisons d'accompagnement veulent ouvrir les choses et qu'il va y avoir un accompagnement plus tôt pour des personnes vraiment très, très âgées jusqu'à l'aide à mourir. Donc, ce soit une continuité. C'est comme ça que je le comprends. Quelle est la différence du coup avec la loi actuelle au final ? Dans la loi actuelle, la seule manière qui est autorisée pour accélérer la mort, ça s'appelle la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Mais il faut savoir que cette sédation profonde, en quoi est-ce que ça consiste ? En fait, généralement, c'est pour des personnes qui sont maintenues en vie artificiellement, soit par des respiratoires, soit par des on se rappelle très bien du cas, par exemple, de Vincent Lambert. Vincent Lambert, c'est un peu séparé. Mais, donc, en fait, ce que ça permet, c'est que si les médecins jugent qu'un patient qui est maintenu en vie artificiellement est sur le point de mourir, en fait, a un pronostic vital à court terme, et ça s'est interprété généralement qu'il va mourir dans quelques heures ou quelques jours. Dans ce cas-là, on peut appliquer la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Donc, on enlève tout ce qui garde la personne en vie, l'alimentation, l'hydratation, et on lui donne des antidouleurs et on le met dans une sédation, c'est-à-dire il n'a plus de conscience. Et ça, la mort peut prendre longtemps, ça peut prendre jusqu'à 10 jours, la mort comme ça, et avec beaucoup de souffrance extérieure. On ne sait pas si le patient souffre vraiment, mais les membres de la famille le voient. Et voilà, donc c'est une forme d'accélérer la mort qui ne vont pas appeler une aide à mourir, parce qu'ils appellent ça une mort naturelle, bien que la personne est sous beaucoup de médicaments et on enlève l'hydratation et l'alimentation. Et la nouvelle loi devrait pouvoir justement accélérer ce processus d'agonie qui est douloureuse pour tout le monde, aussi bien pour la famille qui encadre, qui accompagne, etc. Pour l'équipe soignante aussi, ça n'arrive plus à grand-chose. Donc, autant augmenter les doses relativement rapidement jusqu'au décès. Pour vous, est-ce que l'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation artificielle, du coup, comme on vient de l'évoquer, peut être considéré comme une forme d'euthanasie passive ? Oui, c'est une forme, mais c'est douloureux. Je trouve que c'est pas pas ce que je ferais. Parce que ça prend combien de temps de décéder une fois qu'on a choisi d'arrêter ça peut être. Il faut pas que ça soit isolé. Moi, je l'associerais cet arrêt de l'alimentation et de l'hydratation à une sédation. Si vous faites uniquement l'arrêt d'hydratation et de l'alimentation, c'est douloureux. Ça peut durer 3-4 jours, et c'est déjà pas mal. Hein. Oui, il y a beaucoup de variations. Ça peut être très vite, en quelques heures. Ça peut durer des jours. Voilà. On a eu beaucoup de questions sur l'euthanasie. Est-ce qu'il en existe différents types du coup ? Donc, on a entendu actif, passif. Enfin, on voit beaucoup de choses sur Internet. Les gens se posent des questions. Est-ce qu'il y a différentes façons d'euthanasier un humain ? Vous avez parlé des sédations profondes qui continuent jusqu'au décès. On peut appeler ça une façon passive d'accélérer la mort. Mais qui peut prendre quand même plusieurs jours et qui peut peut-être engendrer de la souffrance. Oui. Tout à fait. Tandis que
une suicide assisté est peut-être plus passif du point de vue du médecin parce qu'il n'administre pas le produit. Mais du point de vue du patient, c'est actif parce que lui, soit il boit... et ça va très vite, voilà. au final. Il Oui, boit oui, le... oui, voilà, immédiat, ça va oui, c'est presque C'est immédiat, oui. c'est Bah, Donc comme c'est une finalement, question comme qui est- quand on pique les animaux. Hein. Oui. C'est ça. Hein. C'est un peu la C'est une même question chose. qui est C'est la même beaucoup chose. revenue. Est-ce que c'est douloureux, du coup, l'euthanasie? Non, ben, pas du tout, avec les moyens qu'on a. Le traitement létal est indolore. Quoi, hein. Et instantané. Et donc concrètement, comment ça s'endort. se passe? On a rendez-vous lundi chez le médecin. On arrive avec ce qu'il faut, hop, et c'est fini. Bon, il y a un encadrement qui est pour l'instant un peu différent. Hein. Il y a un rituel qui est fait de façon à accueillir les gens, à les écouter. Et puis, il y a un encadrement aussi médical, un encadrement familial. Donc, on prend son temps. On n'est pas là. Mais à partir du moment où tout est OK, que la personne sait qu'elle va se faire euthanasier, Oui, ou elle peut prendre elle-même le traitement. C'est-à-dire qu'on lui apporte la dose qui est létale. Elle peut l'absorber par voie buccale ou se déclencher la perfusion qui contient le produit létal. Donc, et ça, c'est pas le suicide assisté, du coup? c'est un suicide assisté par l'infirmière qui aura branché Ok. la perfusion, bien sûr. Mais en fait, ce n'est jamais dans aucun pays où on autorise l'aide à mourir. Ce n'est jamais quelque chose, on va chez le médecin le mardi et puis le mercredi, on l'applique. non. Mais non, il faut que on vérifie que la personne remplit tous les critères, que la demande soit constante dans le temps. Si quelqu'un un jour dit oui, un jour dit non, on va pas le pratiquer. D'où l'importance des directives anticipées. Et comment on accompagne, du coup, psychologiquement un patient qui envisage l'euthanasie? Comment on s'assure qu'en fait, sa demande, du coup, c'est dénué de désespoir peut-être temporaire, mais temporaire qui peut être long. Des fois, on peut être dans une mauvaise phase pendant peut-être. 1 ou 2 ans. C'est l'écoute du médecin. C'est l'écoute de l'équipe soignante qui va... Qui va lui remonter, connaître qui peut l'histoire. aussi lui remonter le moral. Finalement, il dit là, j'ai envie de mourir. Et puis finalement. Oui, si c'était qu'une question de morale, ça serait Oui, ça serait relativement assez simple. C'est que derrière, il y a une maladie grave et souvent Mais incurable. Effectivement. Absolument, donc la demande n'est pas la même. Oui. Et il faut se rappeler que en général, les gens, la mort fait peur. La mort fait peur et l'instinct de survie est un instinct très, très puissant. Donc, ça demande une motivation, mais extrêmement forte d'aller à l'encontre de ces deux choses. Et donc, il faut vraiment être dans une situation désespérante pour faire ça. Et l'autre chose, c'est que quand on est... Si une personne est dans un environnement neutre, par exemple chez son médecin qui l'interroge sur ses motivations, si cette personne a subi des pressions extérieures ou le fait parce qu'il se sent coupable, c'est improbable qu'il ne va pas avouer à son médecin qu'en fait, non, il ne veut pas vraiment mourir. C'est improbable qu'il En réalité, personne ne veut mourir, en vrai. Oui, c'est exactement. Il y a l'instinct de survie, finalement. Il y a juste, les gens qui trouvent que la vie est pire que la mort. C'est ça. Comment, par exemple, le gouvernement pourrait garantir que l'euthanasie ne sera pas utilisée à des mauvais escients, notamment, par exemple, pour des raisons purement économiques ou de commodité? La raison contre toutes les dérives, la réponse à toutes les dérives, c'est d'avoir une loi qui définit bien les conditions d'accès, les critères pour y accéder et qui assure que cette loi soit bien appliquée, comme en Belgique. Oui, et puis avoir une commission nationale qui surveille tout ça aussi. Ouais. Je pense aussi qu'il pourrait y avoir un dossier national sur les directives anticipées. Pourquoi pas qu'elles soient marquées sur la carte vitale ou comme ça on pourrait prouver que le patient a bien décidé et réitéré son souhait, que c'est le sien et qu'il est marqué en dur numériquement, par exemple. Oui, à faire tous les ans. Par exemple. On revalide sa carte vitale, on valide une directive anticipée. Et comment la société peut-elle soutenir les patients en fin de vie afin que l'euthanasie ne soit pas vue comme une solution par défaut? C'est toutes les mesures d'accompagnement et qu'elles soient familiales, nationales, enfin je veux dire. Que le patient soit bien éclairé, toute surtout. la prise en charge qui peut être faite autour de lui.
dans tous ces soins de confort, effectivement, qui sont très importants. On a parlé tout à l'heure des soins palliatifs. Je pense que ça fait partie des soins à l'améliorer. Il faut que les gens aient accès à ces soins Oui, palliatifs. c'est ce qu'on a dit tout à l'heure en première partie d'émission. Au moins 50% des gens qui devraient y avoir accès qui n'y ont pas accès. Voilà, donc c'est déjà aussi là-dessus qu'il faut agir, sur la quantité et la qualité des soins. C'est sur deux axes. On l'entendait tout à l'heure, effectivement, qu'en Belgique, la loi a été accompagnée d'une augmentation des soins palliatifs. Ce que tu disais tout à l'heure. Tout à fait. Dès ses origines. Donc c'est important. Ça va avec, en fait. Et en Belgique, il n'y a pas une opposition comme en France entre soins palliatifs et aide à mourir. C'est une continuité. Si des gens en soins palliatifs, à un certain moment, ils n'en peuvent plus et ils ont une demande constante d'aide à mourir, dans ce cas-là, si la personne remplit les critères prévus dans la loi, dans ce cas-là, oui, qu'il est d'accord, que ça vient de lui, etc. Voilà, donc il respecte tous les critères et dans ces cas-là... Exactement. Et au Québec, ça se passe dans des maisons de soins. On appelle ces maisons des maisons de soins de fin de vie. Voilà. D'accord. Et donc l'euthanasie s'appelle soins de fin de vie. Ok, et pour le côté suicide assisté, comment ça se passe? Est-ce que, comme c'est nous qui nous l'administrons, est-ce qu'on peut le faire ailleurs qu'à l'hôpital? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des pièces prévues pour? Est-ce qu'on peut aller en forêt se le faire? Ça dépend des pays. C'est-à-dire, aux États-Unis, il y a 10 États qui ont légalisé le suicide assisté. Et par exemple, dans l'État de l'Oregon, ce qui se passe, c'est que si le patient, il y a toujours des critères, bien sûr, si le patient remplit les critères, le médecin lui fait une prescription et le patient rentre tout seul à la maison avec ce produit, le produit létal. Et il le prend ou il le prend pas, mais ça comporte énormément de risques parce que c'est un produit à boire, c'est pas facile à boire, ça peut mal se passer et ça peut être tragique. On va faire encadrer des maisons de fin de vie, par exemple. Tandis qu'en Suisse, c'est des associations qui s'occupent de ça, c'est bien encadré. Et il y a deux façons d'administrer notre Suisse, de faire pour une suicide assistée. Une façon, c'est on donne un produit létal à boire, et l'autre façon, c'est qu'on met une perfusion, et c'est le patient qui déclenche, qui ouvre la vanne de la perfusion. Donc, c'est le patient qui fait le geste. Bon, c'est un peu plus humain, acceptable, comme procédure. Est-ce qu'il y a est-ce que c'est déjà arrivé à l'étranger que du coup une personne fasse toutes les démarches pour avoir le droit au suicide assisté, donc dans le cas de la vanne, et n'arrive pas à ouvrir la vanne parce qu'il y a quand même une volonté de vouloir mourir? Oui, on l'a dit tout à l'heure, il y a l'instinct de survie, en fait. Ah si, la chose à dire, c'est qu'une personne peut changer d'avis jusqu'à la dernière minute. Donc si la personne dit non, je ne veux pas ouvrir cette vanne, en fait on débranche tout. Et on arrête tout. Mais j'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui physiquement n'arrive pas à ouvrir la vanne. Non, c'est pas physiquement de pas y arriver, mais mentalement, je trouve que c'est compliqué. À ce moment-là, on repousse l'opération. Je veux dire, c'est pas. Mais bon, c'est très extrêmement. C'est déjà de toute façon, s'il est arrivé à ce stade, c'est qu'il était prêt à franchir le cap, clairement. C'est sûr. Et combien ça coûte d'avoir recours au suicide assisté? En Suisse, ça coûte environ 10 000 euros. Voilà, donc il faut avoir les moyens. Et c'est une des injustices en France, parce qu'en fait, si on a les moyens pour aller en Suisse, on peut aller en Suisse. En Belgique, si on habite une zone frontalière avec la Belgique, on peut, en tant que Français, aller en Belgique, bénéficier d'une euthanasie et être remboursé par la sécurité sociale française. Ah oui. D'accord. donc vraiment, il y a des inégalités. Et les personnes en France, il y a aussi des personnes qui trouvent des médecins qui veulent bien le faire, qui prennent beaucoup de risques en le faisant, mais qui le font en dehors de la loi. Et sinon, les autres personnes, ils sont laissés à eux-mêmes. Donc, soit ils doivent juste continuer de souffrir, soit ils doivent se suicider. Et il y a une chose à noter, c'est que le taux de suicide de personnes très âgés, de plus de 85 ans en France, est anormalement élevé par rapport aux pays autour. Le taux de suicide est presque 30% plus élevé qu'en Belgique et 2 fois plus élevé aux Pays-Bas pour les personnes plus de 85 ans. Donc, ça implique en fait l'euthanasie et le suicide assisté
En fait, diminue le taux de suicide violent, parce que quand une personne se suicide lui-même, il ne peut pas aller acheter le produit létal, il doit se il va prendre, je ou- sais pas, des tonnes de médicaments, il va souffrir peut-être beaucoup Voilà. plus. Et, Finalement. et dans le projet de loi, le suicide assisté en France, est-ce que c'est prévu que ça soit remboursé ? Comment financièrement ça va se passer ? À partir du moment où difficile. c'est une loi, il faut que le secteur public prenne tout en charge, effectivement. Je crois que... Et je crois que tu as eu un cas de suicide violent. Non, dans ta carrière, c'est pas grave. Oui, j'ai parlé tout à l'heure de plusieurs... Mais là, bon, il n'y a pas besoin de remboursement. Il s'est suicidé. Ah oui, non, c'est une autre question, pardon. Effectivement, donc on voit que c'est un vaste sujet où on pourrait débattre pendant très 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 longtemps. Donc puis ce projet de loi n'est pas encore finalement finalisé, ce n'est qu'un projet de loi, donc il reste qu'à avoir des amendements, beaucoup de choses qui vont bouger d'ici là. Voilà. Et oui, Le donc temps pour passe très, cette très vite. deuxième partie d'une heure, on avait Kiss Lund qui est co-représentant Bouches-du-Rhône et Vaucluse de l'association Le Choix Citoyen pour une mort choisie. Merci de nous avoir éclairé sur ce sujet. Merci. Très très clair, effectivement. Et Alain Nivon, qui est docteur en retraite, adhérent à l'association Le Choix. Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements et ces précisions sur tout ce qui est la partie sombre, on va dire, hein, pour les gens, euthanasie, suicide assisté, etc. Sujet complexe très et clair. difficile. Mais très clair, du coup. Bonne Et soirée. oui, il nous reste donc 2 minutes à nous, l'occasion pour nous de vous dire notre ressenti, de nous dévoiler vos coulisses. Pourquoi avoir choisi cette émission ? Luc, comment nous est venue l'idée ? Eh bien, la question de la fin de vie est au cœur des débats en France avec des évolutions législatives possibles. On en a parlé, comme l'euthanasie et le suicide assisté. Ces questions touchent clairement, directement toute la population. Hein. On va tous arriver en fin de vie. Oui, en effet, les Français, bien que majoritairement conscients de l'existence des lois encadrant la fin de vie, restent souvent mal informés sur les options disponibles, comme les soins palliatifs ou les directives anticipées. En parler dans Faut qu'on en parle permet, on espère, de clarifier ces dispositifs, d'expliquer les droits des patients et d'éclairer sur le rôle des professionnels de santé. Oui, la fin de vie, c'est une réalité à laquelle chaque individu sera confronté, que ce soit personnellement ou pour un proche. Alors si on a pu vous aider ce soir grâce à notre émission, parce que vous êtes malheureusement en ce moment confronté à ce passage difficile, déjà on vous souhaite bon courage. Si jusqu'à présent vous ne vous étiez jamais posé la question, qu'on a pu vous éclairer, vous permettre de vous renseigner, notre émission est réussie. C'était donc Faut qu'on en parle la suite, on espère que cette émission vous a plu. On se donne rendez-vous très vite pour une prochaine enquête et on espère que vous serez toujours aussi nombreux à nous écouter. À bientôt. Bye bye bye.